C'était un raz-de-marée rose-rouge-vert qui a permis donc dimanche dernier à l'Alliance de gauche de reconduire les 6 sièges sur 7 qu'elle détenait à l'exécutif de la ville de Lausanne. Ceux qui rêvaient d'un potentiel rééquilibrage des forces politiques en ont été pour leurs frais, d'autant que le POP, pourtant partie intégrante de cette Alliance de gauche et qui a déjà obtenu un siège le week-end dernier, soutient la candidature d'un candidat de Solidarité, autre parti de la gauche, dite combative, pour le second tour, parce qu'il aura bel et bien un second tour pour la ville de Lausanne. Alors on va se poser la question parmi d'autres avec notre invité du jour. Une ville de la taille de Lausanne peut-elle totalement exclure le PLR de ses rangs, le PLR qui représente pourtant 40% de son électorat? Le plaisir de recevoir donc la nouvelle élue verte, Natacha Litzistorf. Bonjour. Bonjour. Brillamment élue dimanche dernier, merci d'être avec nous. Vous êtes également directrice d'Équiterre et présidente de la FRC, Fédération romande des consommateurs. Je le dis parce qu'on parlera aussi du projet de caisse cantonale que soutient la FRC. Bon voilà, vous êtes très sensible au sujet alimentaire, agricole. On parle de monoculture qui n'est pas bonne pour l'agriculture. La monoculture n'est pas très bonne en politique non plus. Natacha Litzistorf, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une monoculture à Lausanne avec 6 sièges sur 7 et peut-être, qui sait, 7 sur 7? Qu'en dites-vous? Alors c'est clair que la monoculture dans certains domaines n'est pas bonne. Je pense qu'au niveau politique, elle n'est pas bonne non plus parce que, en tout cas, si on parle du cas précis de la ville de Lausanne, comme vous l'avez évoqué, on voit bien que la population a souhaité au niveau de son législatif, au niveau du conseil communal, avoir quelqu'un qui représente quand même 40%, comme vous l'avez évoqué, de l'électorat. Donc vous êtes tout à fait consciente de cette difficulté. Pourquoi ce qui est possible au niveau cantonal pour le gouvernement, le Conseil d'État, n'est pas possible pour la municipalité? Vous avez une explication? On a posé la question à Pascal Broulis il y a quelques jours. Bon, pour ma part, moi je suis d'avis que d'avoir quelque chose de monocolore n'est pas souhaitable, hein, que ce soit de gauche ou de droite. On a vécu les deux à différents niveaux institutionnels. Je pense que c'est pas dans la culture suisse, c'est pas ce que souhaite la population. Donc à partir de ce moment-là, il faut aussi que l'équilibre joue pour cela. Il y aura un deuxième tour, ça vous chagrine ça? On aurait dû procéder à une élection tacite du PLR, du candidat PLR en l'occurrence? Non, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on reste dans une démocratie, Dieu merci. Monsieur Buclin a tout à fait de solidarité, de solidarité, a tout à fait le droit de se présenter. C'est une personne de qualité qui a fait ses preuves pendant la législature au sein du conseil communal. C'est un homme de dossier, qui a des convictions. Donc voilà, sur ce point-là, on ne peut pas lui reprocher par tactique politique de se présenter. Ce qui, à mon sens, encore une fois, à titre très personnel, est un peu discutable. Par exemple, c'est le titre de la liste qui donne une confusion à la population parce que ça mélange à la fois une élection et à la fois une votation justement sur le RIE3. RIE3 qui est la réforme de l'imposition des entreprises, sujet sur lequel nous recevions M. Broulis. La position des Verts, est-ce que vous pouvez la clarifier ce matin? Vous étiez d'abord pour le PLR et puis maintenant vous laissez liberté de vote. Vous êtes pour qui au fond là pour ce deuxième tour? Oui, alors j'ai écouté votre rubrique là tout à l'heure, alors j'aimerais clarifier les choses. On a pris position lundi soir. Lundi soir, on savait qu'il y avait un PLR, Pierre-Antoine Hilbrand, et 2 autres personnes qui représentent un faible pourcentage, qui ont fait un faible résultat au niveau du premier tour. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est prononcé. Ça, il faut vraiment le clarifier. On n'était pas du tout au courant que M. Buclin souhaitait se présenter. Alors, nous, on est très respectueux de la démocratie au sein de notre parti aussi. Donc, pour réunir une assemblée générale, parce que c'est aussi par là qu'il faut passer pour des recommandations de vote, c'est plus possible. On arriverait avec une décision qui viendrait après les bulletins. Ceci étant dit, nous en avons discuté au comité, mais comité qui n'a pas la légitimité de donner des recommandations de vote. Et puis, on n'a pu que constater justement le fait qu'on ne pouvait que partir sans recommandation. Mais encore une fois, à titre personnel, je pense que dans la configuration actuelle, il est légitime que le PLR, comme vous l'avez dit encore une fois, qui représente à peu près 40% de l'électorat, soit représenté au sein de la municipalité. Voilà une position personnelle qui est très claire, Natacha Litzistorf. Les mandats que vous assumiez, parce que vous allez devoir les quitter à la tête aussi bien d'Équiterre que de la FRC, c'est terminé pour vous. Vous allez entrer à l'exécutif de la ville de Lausanne. C'est vraiment le job de vos rêves. C'est vraiment dans un poste comme celui-là, plus que dans l'associatif type FRC ou Équiterre, que vous allez pouvoir vraiment déployer vos talents politiques?
Alors, on verra bien, mais c'est vrai Ah, que... vous n'êtes pas sûr? Ah, mais je pense qu'il faut présager de rien, hein. On a tous, quand on commence en politique, l'envie d'y aller, en tout cas, et c'est ce qui m'a animée, hein, sinon je ne l'aurais pas fait du tout. Donc, c'est vraiment l'envie et la passion qui m'animent de la chose publique, il faut le dire. Et puis, dans mon parcours de vie, j'ai 47 ans, je pense que C'est jeune. Oh, tout à fait, bien sûr. Non, je suis passée justement par ces milieux associatifs. Je pense qu'on a beaucoup de pouvoir, hein, et notamment à la FRC, le pouvoir d'agir, comme c'est notre mission maintenant. Donc c'est clair que ça va changer et je suis toujours très désireuse de montrer que le politique a une place dans la société. Et je pense que c'est aussi cette réflexion-là qu'on doit avoir. Au niveau d'une ville, on a des possibilités qui sont quand même importantes, en tout cas par rapport à mes envies. Je pense qu'il y a une proximité par rapport à la population, par rapport aussi aux possibilités de changer des choses. Quand on est au niveau national, je pense qu'à l'échelle d'une vie, de changer quelque chose, c'est un peu plus compliqué. Moi, je suis une femme de terrain et j'ai bien envie de voir les résultats de ce qu'on peut changer en mieux pour la population. Quand vous dites au niveau national, c'est plus dur de faire changer les choses, vous pensez à quel niveau? Conseiller fédéral ou parlementaire fédéral, c'est ça? Oui, un peu les deux, ça c'est clair. Quand vous déposez un objet au niveau fédéral, quand vous êtes au Parlement, je pense qu'à l'échelle d'une vie, c'est compliqué de voir les résultats et les effets de ce que vous avez voulu entamer. Ça veut dire que vous vous limitez d'ores et déjà à ce travail-là à la municipalité, vous ne briguerez pas d'autres mandats plus hauts, à Berne, qui sait? C'est pas votre intention ni votre ambition? Alors, c'est vrai que j'ai jamais eu des plans de carrière, donc je peux pas vous dire comme ça que je vais jamais le faire. Mais je pense que je suis beaucoup plus proche du niveau communal. Encore une fois, pour les raisons que j'évoquais, parce que je suis plutôt une femme de terrain, puis j'aime voir changer les choses que j'imagine. Et puis, cette proximité avec la population, je pense, me manquerait au niveau fédéral. C'est honnête de le reconnaître. On a beaucoup parlé, glosé, commenté, analysé cette émergence de la société civile depuis quelques semaines, et notamment dans le vote de dimanche dernier. Est-ce que c'est pas là que se fait la politique maintenant, comme vous le faites à Équiterre et à la FRC, plutôt que dans les couloirs de différents palais ou assemblées politiques? Ah, c'est clair, je peux pas vous dire le contraire. Ça fait 20 ans que je travaille dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant la société civile. C'est sûr qu'on sent maintenant cette volonté... Est-ce que c'est pas en train de changer ça en Suisse aussi? Voilà, c'est ça la Oui, question. alors tout à fait. Là, on le sent vraiment quand on est sur le terrain, dans les quartiers. Et je pense qu'il y a une échelle qui est très importante. C'est pas pour faire du blabla politique au niveau des Verts lausannois. On a beaucoup axé notre campagne sur les quartiers, comme les autres partis. On sent bien qu'il faut composer avec la société civile. Alors je me dis, venant de ce milieu-là, je peux jeter les ponts maintenant avec le niveau politique et replacer le politique aussi par rapport peut-être au monde de l'économie, de manière un peu différente, un peu plus forte aussi, parce qu'il me semble que de temps en temps, on est un peu en perte de vitesse. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de donc nous repositionner par rapport à l'ensemble des acteurs et de jeter les ponts avec la société civile pour qu'elle soit aussi plus partie prenante. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les démarches participatives et pour moi, c'est quelque chose que j'ai bien envie d'exporter maintenant dans ma nouvelle fonction. Et vous représentez peut-être ce changement-là aussi. Vous allez succéder à un politicien hyper professionnel qui est Daniel Brella, qui est une figure bien au-delà de Lausanne, dans toute la Suisse. Il était parlementaire, le premier parlementaire vert à la fin des années 70. Lui, c'est le type même du politicien professionnel. Vous jetez les ponts entre les deux. Vous représentez ce changement. C'est aussi ça que vous voulez mettre en avant. Vous parlez même d'un discours plus funky, hein, ce sont vos termes, Tout à fait. en ce qui concerne l'écologie, qui aurait été quoi? Cette écologie trop punitive, trop moralisatrice par le passé, c'est ça? Oui, je pense que... Mais ça, c'est pas seulement propre, je pense, au parti des Verts. Le mouvement dont je viens a aussi été victime à un moment donné de ce qui correspondait peut-être à une époque où on avait vraiment besoin, on n'avait pas de loi sur l'environnement, on n'avait pas des choses aussi pertinentes qu'on l'a aujourd'hui. Là, on est dans une ère où on peut aller sur des mesures incitatives, où on peut parler de plaisir. On incarne, je pense, cette génération nouvelle en politique, je dirais pas seulement chez les Verts, mais notamment chez les Verts, une écologie décomplexée. Pas punitive, donc Pas vous punitive. voulez en terminer avec le punitif. Disons que moi, je suis une adepte de la carotte et du bâton, hein, ça c'est clair en termes de politique publique, mais je pense que ce qui porte beaucoup plus ses fruits, c'est vraiment la carotte. D'accord, ça c'est très clair. Ce qui vous amène à prôner
plus qu'un plus d'État, un mieux d'État, en plaidant au passage pour une gouvernance publique-privée réenchantée. Ça, ce sont vos termes. C'est quoi Tout ça? à fait. Qu'est-ce que c'est que ça, la gouvernance publique-privée réenchantée? C'est des termes assez poétiques. Oui, c'est aussi de mettre un petit peu de poésie dans la politique, ça fera pas de mal. Mais non, là, sérieusement, c'est pour évoquer justement ces relations entre le public et le privé qui, de temps en temps, se regardent, si vous me passez l'expression, en chien de faïence. Moi, c'est pas du tout ma manière de travailler. Je pense qu'on a tout à faire et j'aimerais, par exemple, travailler sur de nouveaux types de partenariats public-privé qui s'appuient vraiment sur une approche très durable de la société. Et je veux croire que c'est possible. J'ai déjà eu quelques amorces possibles dans mes fonctions actuelles et je pense qu'on a tout à apprendre et tout à gagner pour l'ensemble de la société à travailler de manière conjointe. Alors donnez-nous quelques exemples de ce nouveau type de partenariat public-privé. Alors par exemple, dans tout ce qui a à voir avec l'aménagement du territoire ou plus précisément l'urbanisme, à l'échelle justement d'une ville, on a la possibilité d'imaginer des partenariats publics-privés sur la construction de certaines infrastructures avec des modèles un peu nouveaux qu'on ne connaît pas forcément en Suisse, où on peut aller chercher aussi et regarder ce qui se passe du côté de la France. Des choses qui sont assez novatrices, mais qui sont à construire et encore une fois, qui se basent sur des approches durables, c'est-à-dire qui tiennent vraiment bien compte des aspects sociaux, économiques et environnementaux. Ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui dans le PPR, comme on dit? PPP. PPP, non PPR, c'est autre chose, PPP. Oui. Alors, pour certains partenariats publics-privés, je pense que c'est déjà un peu le cas, mais j'imagine qu'on peut encore améliorer les choses. D'accord, vous ne nous en direz pas plus, vous avez des idées derrière la tête évidemment. Comme président de la FRC, donc là il y a cette idée de caisse cantonale qui est revenue sur la table il y a quelques jours. Ce sera quoi votre principal combat d'ici à votre entrée en fonction le 1er juillet prochain? Vous allez militer à fond pour cette nouvelle mouture d'une caisse publique au fond, cette caisse cantonale soutenue par les FRC que vous présidez. On a entendu aussi Mathieu Fleury, c'est à ça que vous allez donner l'accent? Oui, mais j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. C'est pas une nouvelle caisse publique. Je pense c'est ce qu'on vous reproche déjà, au fond, c'est c'est un peu la critique facile à laquelle on s'attendait, ça c'est sûr. De refaire une troisième mouture, après la caisse unique, la caisse publique et la caisse cantonale. Ouais. Non, là, sérieusement, on a bien compris le message de la population sur le dernier vote. Ce qu'on a fait, ce qu'on a tenu à faire pour battre le fer quand il était chaud, justement, c'est de réunir, encore de manière participative, les acteurs qui s'occupent de la santé en Suisse romande pour justement réfléchir, parce qu'on a bien senti qu'il y a quand même un consensus qui s'est dégagé lors de cette votation sur le besoin de réformer l'assurance maladie parce que trop complexe, etc., etc. On connaît les arguments. Et on a essayé de co-construire un projet justement qui tenait compte de la volonté populaire, qui tenait compte de toutes les critiques qui étaient plus ou moins justifiées dans la première discussion. Et là, on arrive à quelque chose qui est une évolution et pas une révolution, avec une possibilité qu'on laisserait au canton, justement, de créer ou pas une institution de droit public, de droit privé, pour justement travailler avec les assurances déjà en place, qui resteraient, pour travailler de manière un petit peu plus efficiente et surtout dans l'objectif et avec l'objectif de rassurer la population aussi, parce qu'il faut bien dire que la population est inquiète par rapport à ces hausses de primes successives et c'est pour un modèle plus efficient qu'on plaide. Vous avez une garantie avec ce projet de faire baisser les primes ? Alors la garantie, il faudrait... Parce que c'est ça qui intéresse les gens qui finalement mettent leur bulletin dans l'urne. Ouais. C'est tout à fait l'objectif aussi d'arrêter d'avoir des à-coups, d'arrêter d'avoir justement des problèmes avec cette question des réserves qui fluctuent, qui sont complexes à gérer. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, pour la population, d'arrêter d'avoir des primes qui augmentent sans cesse. L'objectif, c'est vraiment de travailler aussi dans c'est nouveau un mot un peu compliqué comme gouvernance, mais dans un nouveau paradigme avec une nouvelle mentalité où on va beaucoup plus parler d'une assurance santé que d'une assurance maladie. On a vraiment aussi, de manière conjointe, travaillé sur tout ce qui a à voir avec la prévention des maladies et la promotion de la santé. On a envie de travailler pour que la population elle soit en bonne santé et puis pas attendre qu'elle soit malade pour intervenir. Oui, on change le point de vue, assurance santé plutôt qu'assurance maladie. Convaincre les assureurs privés du bien fondé d'un tel projet, ça va être difficile. Alors, c'est bien la raison pour laquelle, justement, on est dans un processus de consultation. Et ça, je pense qu'on peut saluer le processus qu'on a mis en œuvre avec tous les acteurs. C'est qu'on a, à plusieurs, imaginé un projet et maintenant, on ouvre le dialogue. Alors, ceux qui veulent dialoguer, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas, ça va montrer, justement, qu'ils ont peut-être quelque chose à nous cacher s'ils n'ont pas envie de parler avec nous.